vais vous parler de la sucrosité et avec une lecture vraiment sur le sucre, sur la perception sucrée et sur les interactions avec un regard sur le vin. Quand Charlotte m'a proposé de faire cette intervention-là, j'ouvre quelques ouvrages, on regarde un peu aussi dans ce qu'on discute quand on est avec des professionnels, des viticulteurs, avec les œnologues, etc. Et évidemment, il y a plein de mots qui vont venir autour de cette question de la sucrosité. J'ai mis ici dans ce verre un certain nombre de termes qui finalement peuvent faire écho à ce qu'est la sucrosité, à des sensations qui vont être associées, qui vont parfois être un peu subjectives, en lien, mais parfois en interaction, etc. Que ce soit clair, la présentation que je vais faire ce matin, c'est un peu une revue de littérature sur le sucré, la perception sucrée. Quand on fait de l'analyse sensorielle, on va généralement essayer d'objectiver ça, et donc c'est ça que j'essaie de partager avec vous ce matin. Alors, peut-être que pour commencer, il faut aussi rétablir une vérité. Je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, et mettre fin à une légende urbaine qui est encore souvent partagée, qui est souvent enseignée. C'est le fait que le sucré serait perçu que sur le bout de la langue, le salé derrière, l'acide et l'amertume tout au bout. Ça, c'est faux. C'est encore enseigné. Moi, je vois encore des étudiants qui arrivent chez nous et quand on leur dit ça, et bien, si, bien sûr, on a appris ça à l'école. Non, c'est faux. Et quand on est en visite de cave et que certains le disent encore, c'est faux. C'est Boring qui, en 42, a fait une mésinterprétation des travaux de Hanning, et il y a aujourd'hui des travaux qui sont clairs, qui montrent que la perception sucrée, on l'aperçoit de la même manière que les autres saveurs à différentes places sur la langue, évidemment avec des différences. Vous allez voir que ça va revenir de manière récurrente dans mon intervention ce matin, de manière un peu différente en fonction des individus, mais vous pouvez percevoir de la sucreté. Ce qui est important, c'est où est-ce que ça vous fait sentir quelque chose quand vous prenez du sucré, c'est où est-ce que ça interagit chez vous, et ce n'est pas la question de savoir dans la bouche de l'autre qu'est-ce que ça fait. Une fois que l'on dit ça, je vais rester dans un premier temps peut-être sur quelques considérations physiologiques, histoire de faire un peu d'apport de connaissances. Et donc déjà, qu'est-ce qu'on sait un peu sur les récepteurs au sucré? Je pense que voilà, vous connaissez tous le concept de papille gustative. Donc ce sont des excroissances qui sont formées par du tissu épithélial qui sont principalement localisées sur la langue. Mais faut savoir qu'il y en a aussi sur l'épiglotte, sur le pharynx, sur le voile du palais, et on en a même trouvé dans le tissu, sur le système digestif. Donc, comme quoi, on pense que c'est que la langue, mais on voit bien que ça peut aller au-delà de ça. Alors, sur la question du système digestif, on ne sait pas, la littérature n'est pas claire sur à quoi ça sert et pourquoi on a ça. Et c'est encore des choses qui sont travaillées. Mais si on en revient à la langue, ces papilles, donc dans ces papilles, pardon, on va retrouver des bourgeons gustatifs. Comme vous l'avez sur le schéma ici, ce sont des amas cellulaires qui se terminent finalement par des petites microvillosités qui sont au contact finalement des substances sapides qui sont soit dans la bouche, soit dissoutes dans la salive. Et puis sur les parois de certaines de ces cellules spécialisées, on va retrouver en fait ces récepteurs qui sont un peu, alors c'est un peu particulier parce que concernant en tout cas le sucré, on a un seul type de récepteur, ce qu'on appelle un récepteur de protéique de type G, et vous voyez que c'est le couplage finalement de deux sous-unités qui vont faire cette particularité qui est un récepteur unique. Alors, historiquement, on pensait que c'était uniquement ces deux points d'ancrage sur lesquels les molécules venaient se fixer qui faisaient qu'on perçoit le sucré. Et en fait, il y a des travaux qui ont montré plus récemment que finalement il y a 6 sites et que finalement sur l'ensemble de ces protéines, eh bien différents types de molécules en fonction de leur conformation vont pouvoir aller s'accrocher sur cette protéine et mettre en œuvre le mécanisme qui va nous amener à percevoir du sucré. C'est ce qui explique que finalement il n'y a pas qu'un seul type de composé qui va interagir pour apporter de la sucrosité. Alors après, je ne rentre pas dans le détail de cette cascade d'événements chimiques qui va finalement mettre en place un signal qui va être retransmis jusque dans votre cerveau et finalement jusqu'au cortex cérébral. Et c'est là qu'on va percevoir la sensation sucrée. Et voilà, c'était intéressant, je trouve, de remettre ça un peu au début pour se dire d'où est-ce que ça vient tout ça. Alors, évidemment, quand on s'intéresse ensuite aux différents composés, est-ce que c'est la peine de faire une slide là-dessus? C'est d'abord les sucres qui sont responsables du goût sucré, le glucose et le fructose dans les vins. Et puis très vite, il faut avoir en tête que plus j'en mets, plus ça va être sucré. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est surtout que ça va dépendre de la matrice. Et qu'en fonction de la matrice, on va percevoir, pour des mêmes concentrations, on peut percevoir des choses plus ou moins sucrées.
Et notamment, et ça c'est lié aussi au fait qu'il y a des grosses différences interindividuelles. La perception d'un stimulus, ici du sucré, c'est généralement fonction de la concentration. Alors évidemment, quand je ne mets pas de sucre, vous ne percevez pas de sucre, c'est normal. Et puis quand on va commencer à en mettre, au départ, au bout d'un certain temps, on va commencer, il y a un petit côté sucré, on voit qu'au départ, ça évolue pas beaucoup, et puis d'un seul coup, ça va commencer à augmenter, puis on va arriver à des seuils de saturation où là, on a beau en rajouter, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, en fonction des individus, en fonction de la manière dont les uns et les autres nous sommes appareillés sur ces fameux récepteurs précédemment cités, eh bien, on va percevoir des choses différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas la même intensité qui va donner la même sensation en fonction et les mêmes intensités perçues par rapport aux différents sujets. Et donc, c'est ça qui fait qu'on va avoir de fortes différences interindividuelles, qui fait que quand vous discutez avec un collègue qui vous dit « Ah ben si, je trouve que c'est sucré », vous pouvez percevoir que ça ne l'est pas, parce qu'on n'est pas appareillé de la même manière. Et puis, et ça, je vais maintenant le préciser, c'est aussi que la sensibilité aux interactions que je vais présenter sont aussi différentes. Alors, ces interactions, évidemment, ça va être des choses qui peuvent vous sembler évidentes. Vous savez que la sucrosité peut être modulée par exemple, l'acidité. Ici, c'est les travaux de Zamora où on voit que quand on vient augmenter le pH, donc diminuer l'acidité, pour une même concentration de sucrose, ça va paraître plus sucré. Et donc, quand on est plus acide, ça paraît moins sucré. Et deuxième chose qui est intéressante dans ce travail-là, c'est aussi de voir que c'est plus difficile pour des mêmes concentrations, pour des concentrations croissantes, on voit moins la différence de sucrosité, plus c'est acide. Donc, on a des effets de masquage qui vont s'exprimer en présence d'acidité. Le rôle, ensuite, suppresseur des composés amers, en lien aussi avec les molécules, les concentrations et la matrice, sont bien connus. Évidemment, la caféine, vous avez tous ça, vous le connaissez tous par rapport à votre café, et ça on n'en trouve pas dans le vin, donc la question ne se pose pas, mais on connaît bien qu'ici, quand on vient rajouter de la caféine dans des solutions sucrées, on a une diminution de la perception sucrée. Et puis, on voit aussi que ça peut dépendre là encore de la matrice. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important qu'il y ait ces interactions dans la matrice. Alors ici, ça n'a rien à voir avec du vin, c'est pour d'autres raisons qu'on voit des différences de perception en fonction de la matrice, mais on va avoir la même chose dans le vin. Alors évidemment, ce n'est pas de la caféine qu'on va avoir dans le vin. La question va être autour des polyphénols, notamment, qui vont être les composés principalement amers, qui peuvent être apportés par ces polyphénols. Là, on a des résultats un peu contrastés. On a quand même plusieurs travaux qui montrent qu'il y a un impact suppresseur sur la sucrosité, mais finalement, dans la littérature, c'est peu étudié, un focus. En fait, on regarde le rôle des polyphénols principalement sur l'amertume et l'astringence, parce que c'est principalement pour ça que vous laissez chercher à les maîtriser les uns les autres. Mais évidemment, conséquemment, ça peut avoir des répercussions sur la sucrosité. Et puis parfois aussi, c'est qu'on a des résultats contrastés. Ici, les travaux d'Ishikawa montrent que quand on met, alors c'est sur du temps-intensité, mais qu'importe, quand il a joué avec différentes concentrations de polyphénol, finalement, il n'y avait pas eu d'impact sur la sucrosité perçue. Alors, ces interactions, encore une fois, elles sont très dépendantes des niveaux de concentration qui sont en œuvre. C'est pas pareil de se situer à 1 gramme de sucre résiduel ou d'être à 40 grammes. Et en fait, ça, c'est résumé, c'est pas sur le vin, encore une fois, c'est sur des solutions modèles, mais Kist et Breslin avaient fait cette belle review qui montre qu'en fonction de l'intensité des sensations qui sont mises en œuvre, donc ici avec du low intensity, du medium et des sensations beaucoup plus fortes, les interactions peuvent changer un petit peu, avec notamment le fait qu'à faible concentration, c'est variable, notamment, vous voyez, le rôle du sucre sur l'acide, de l'acide sur le sucre, elle peut être plus ou moins variable, et elle se précise à mesure qu'on vient dans des concentrations fortes. Une forte concentration d'acide vient vraiment réduire, et il n'y a pas de doute, la sucrosité. Par contre, c'est variable quand on est en faible concentration. Et donc, faut aussi, et c'était un peu d'ailleurs ce qui a été dit précédemment, faut aussi avoir en tête, j'ai fait un focus sur la sucrosité pour ce matin, mais clairement, et ça aussi, c'est le terme d'équilibre qui a été mentionné précédemment, c'est que si la sucrosité est impactée par l'acidité et l'amertume, quand vous venez par différentes techniques moduler l'acidité et l'amertume, et ça va jouer sur votre sucrosité, évidemment, la sucrosité, si vous apportez un peu de sucre, ça va aussi moduler la perception acide et la perception amère de vos produits. Et là encore, avec de grandes différences interindividuelles qu'il faut avoir en tête quand on est amené notamment à expertiser des produits, à discuter sur les sensations qu'on a quand on va évaluer les produits. Alors,
Il y a d'autres composés qui peuvent véhiculer une composante sucrée. J'ai mis l'éthanol, mais je mets un point d'interrogation parce que ça fait encore débat. Là, dans ce travail de Zamora, on voit que, en effet, quand on vient rajouter de l'éthanol, alors en même temps, on passe de 2,4 à 12, donc on peut aussi avoir un regard critique sur ce travail-là. On voit qu'il y a parfois un caractère sucrant, parfois il n'y en a pas, et parfois il y a des diminutions, avec certains qui font l'hypothèse que, à cause de l'amertume, que peut porter l'éthanol, ça peut avoir aussi des effets réducteurs sur la perception sucrée. Donc, sur le rôle de l'éthanol sur le sucré, je ne suis pas sûr que ce soit très, très clair dans la littérature. Il y a ensuite le CO2, la présence d'oxyde de carbone qui va diminuer la perception sucrée. Ici, c'est un travail. Alors, dans la littérature, c'est pas évidemment, la littérature, elle n'est pas que sur le vin, mais quand on prend les principaux travaux sur le CO2, c'est plutôt fait sur les sodas et donc sur les solutions aqueuses. Et avec parfois aussi cette difficulté, c'est que c'est une comparaison entre sang et avec bulle. Alors, c'est un peu caricatural. La question, c'est aussi quand on vient augmenter cette pression, est-ce que ça change la donne? Donc ici, voilà, on voit qu'il y a une diminution qui est peut-être liée à la fois à des effets de masquage par la sensation trigéminale, mais aussi tout simplement parce que l'ajout de CO2 va augmenter le pH, diminuer le pH, pardon, augmenter l'acidité, et du coup va venir masquer la perception sucrée. Donc on est sur des doubles interactions qui complexifient aussi notre perception. Dans le vin, ce que j'ai pu trouver, c'est que ça va dépendre de la concentration en sucre et en CO2. Je ne vais pas vous aider, hein, les gars et mesdames, je ne vais pas vous donner de solutions toutes faites parce que à chaque fois, en fait, on se rend compte que ça dépend. Ça dépend. Là, on n'a pas d'inversion, mais c'est juste que pour que l'effet soit significatif, on voit bien que ça va dépendre de la concentration, de l'intensité de l'un et de l'autre pour que l'effet se manifeste. Donc ça vient vraiment complexifier vos perceptions et vos décisions, évidemment. Il y a d'autres éléments qui sont cités dans la littérature. On a le glycérol qui est parfois décrit, mais là aussi, j'ose dire que ce n'est pas consensuel. Je pense qu'Axel, qui intervient après, pourrait mentionner ça, parce que je crois qu'il a justement remis en cause cette théorie sur le glycérol. Et puis là aussi, j'imagine qu'il abordera ça tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des protéines qui ont été identifiées comme ayant une contribution sucré. Donc là, c'est là aussi où on voit l'importance sans doute de ce récepteur qui est plus complexe que juste des sites sur lesquels les os vont pouvoir se fixer, quelque chose qui est un peu plus complexe, qui permet que des protéines aussi contribuent à une expression sucrée. Mais là, je pense que ce sera plutôt Axel qui en parlera par la suite. Alors, là, on était en interaction, ce qu'on nous appelle les interactions saveur-saveur. Dans la littérature, ça a été aussi un peu mentionné, mais d'une autre manière, c'était l'interaction saveur sur les arômes, le fait que les saveurs viennent renforcer la contribution aromatique, ce qui est hyper important. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai fait un focus sucré, je ne le mentionne pas, mais c'est clair que dans la littérature, on voit très bien que rajouter un peu de sucre vient renforcer l'expression aromatique. Là, je vais regarder l'impact de l'arôme sur la perception sucrée. Et en fait, on voit qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de congruence qui est bien décrit dans la littérature, essentiellement, là encore, en solution modèle, on vient rajouter quelques arômes dans des produits sucrés, de l'eau sucrée ou des yaourts. Et là, finalement, c'est essentiellement décrit sur les produits à base sur des produits fruités. On prend 2 yaourts qui ont le même niveau de sucre, on rajoute un peu d'arôme à la fraise et on voit qu'en effet, celui dans lequel il y a l'arôme à la fraise est perçu un petit peu plus sucré que le précédent. Alors, il s'avère que dans mes travaux de thèse, ce sera un des seuls travaux que je vais vous présenter qui me concerne. Je l'ai fait, mais je l'ai fait dans des vrais produits, c'était du cidre. Je ne l'ai pas fait dans du vin, mais on l'a fait avec des vrais cidres. C'est-à-dire que ça change un peu la donne, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des vrais produits, on n'est pas avec des ajouts dosés. Et en fait, on a pu montrer que cette interaction arôme sur le sucré est observable sur des cidres. Je vous explique en quelques mots. On a fait déguster 16 cidres à des dégustateurs, à mon panel entraîné, qui avaient par ailleurs fait une caractérisation de ces cidres. Donc, on sait qu'on en avait certains qui étaient avec une petite expression brette, vous savez, un petit côté cidre fermier sur lequel il y a un petit côté animal qui s'exprime. On avait 4 produits qui étaient, eux, par contre, pasteurisés avec un côté fruité, compoté qui était un peu renforcé par la pasteurisation et par un travail sur le fruité sur ces produits. Et puis, les autres qui étaient dans des intermédiaires sans vraie expression très intéressante ou très, très signifiante par rapport à ce que je veux vous montrer maintenant.
Ces différents produits ont été dégustés avec et sans pastis. Je ne rentre pas dans le protocole plus que ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait une vraie diversité sur le sucré. En effet, quand on fait les analyses physico-chimiques, il y avait vraiment en termes de résiduels des choses assez différentes. Et donc là, vous avez ce qui se passe avec pince-nez. Donc là, ils n'ont pas la contribution des arômes. Et puis, on leur refait la dégustation. Et cette fois-ci, on les laisse évaluer leurs produits avec évaluation des arômes. Et voilà ce qui se passe. C'est que sur 3 des produits qui étaient animal foin terreux, ils apparaissent comme étant significativement, si je vous le montre, c'est que c'est significatif, significativement moins sucrés. Et à l'inverse, sur 3 des 4 fruités, ils sont significativement plus sucrés que les autres. Et avec une chose un peu intéressante aussi, c'est que vous voyez que ce produit-là n'est pas significativement différent et ce produit-là n'est pas significativement différent. Et ça remonte encore cet effet. Alors là, on est encore une fois dans des vrais cidres. Ça remonte cet effet, c'est que ça dépend de la concentration. Et que pour que cette interaction arôme-arôme prenne place, il faut qu'on se situe dans un range, il semblerait, dans le cas des cidres, qu'on se situe dans un range particulier qui est autour de 35-40 grammes. En dessous, il n'y a pas assez de sucre pour que cette modification, cette présence d'arôme génère vraiment un effet sur le sucré. Au-dessus, on est trop sucré, donc finalement, que ce soit avec ou sans l'arôme, c'est très sucré et on voit pas de différence. Alors, est-ce que c'est observable dans les vins? Je n'ai pas trouvé. Alors, il y a des études où on a évidemment joué en ajoutant des arômes, etc. Mais ce n'est pas généralement sur ce genre de questions que c'est étudié. Ça pose vraiment. Si on veut y aller, il faut vraiment trouver de la congruence. Il faut trouver des expressions aromatiques très claires où il y a le fruité qui s'exprime. On pourrait aussi travailler sur les notes d'agrumes, etc. pour renforcer ça. Alors là, c'est sur l'acidité, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse l'observer, il faudrait vraiment réussir. Et moi, les ajouts dosés, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui est excitant. C'est de voir techniquement comment, par l'aromatique, on arrive à des aromatiques suffisamment propres, suffisamment congruents, suffisamment clairs dans l'esprit d'un consommateur pour que ça génère des modifications sur la route. Finalement, le vin, c'est avant tout, ça a été dit avant, c'est avant tout du plaisir et de l'hédonisme. Là, je viens le décortiquer par l'analyse sensorielle, mais on ne perd pas de vue. Et moi, le premier, que c'est d'abord pour se faire plaisir que l'on prend ça. Et du coup, quelle est la place du sucré là-dessus? Le lien entre sucré et plaisir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces travaux de Steiner, mais moi, j'ai toujours été bluffé quand j'avais vu ce travail-là. Ils prennent des bébés à peine nés, et alors, au lieu de leur donner le sein de leur mère, ils leur mettent quelques gouttes de sucre, d'acide et d'amer sur la bouche et ils prennent la photo. Et en fait, on voit clairement que quand on est au sucré, il y a pas une aversion, au contraire, une appréciation directe vers le sucré, alors que sur l'acidité et l'amer, ça fait des réactions très, 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 très opposées à ça. Et puis ensuite, on va évoluer par l'expérience, par les relations sociales, etc. On va aller vers des produits plus complexes, on va chercher parfois des choses exprès plus contrastées et qui peuvent aller jusqu'à le refus du sucre et au contraire d'aller chercher des produits qui soient secs et qui s'identifient clairement comme étant sans sucre. Arriver là, généraliser ça, c'est pas possible. On sait qu'il y a des effets de seuil. Il y a ces travaux-là de Senna et Steves. Alors, c'est sur des vins rouges, c'est pas sur des consommateurs français, mais qui montrent notamment sur des vins rouges où ils ont cherché à augmenter un peu la concentration de sucre, qu'il y a des effets de seuil où on voit que là, typiquement, il y a un petit truc qui se passe à 8, puis après, les gens commencent à dire, ouais, mais là, ça commence à être trop. Ce qui est intéressant derrière cette étude-là, et il y en a d'autres qui évoluent ça, c'est qu'il y a un rôle de l'expertise et des caractéristiques sociodémographiques. Qui sont ces gens? Et en fonction de ce qu'ils sont, ça a des répercussions sur leur appréciation du sucre. Il y a aussi des travaux super intéressants sur l'expertise. Moi, j'ai eu des travaux sur le cidre, sur ces questions-là, pas dans le vin. De fait, un viticulteur, un cidriculteur, a une lecture du sucre qui n'est pas la même qu'un consommateur qui s'y connaît, et qui n'est pas la même qu'un consommateur qui n'y connaît rien. Et les seuils d'acceptabilité d'un peu de sucre en plus ne sont pas les mêmes. Donc ça complique les choses. Mais il y a clairement, et dans l'étude qu'on avait faite sur les cidres, ça avait été assez net, entre la représentation, une recherche de brut, de sec pour les professionnels, qu'on ne retrouve pas chez les autres. Le contexte de consommation est important. J'ai presque terminé, Charlotte. Le contexte de consommation est également important. C'est pas pareil d'évaluer. Vous savez, alors ça, ce que j'ai mis ici, c'est une étude il y a 14 ans qu'on avait fait pour l'Interpro et notamment pour les acteurs en Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou, Rosé de Loire. On avait fait des tests hédoniques, vous savez, dans nos cabines, là, totalement hors contexte. Et évidemment, ça dit que, oh bah dis donc, quand on a du sucre, c'est meilleur. Alors, en fait, ça, on le savait un petit peu avant. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le détail, mais je ne vais pas le commenter ici.
Et aujourd'hui, moi, dans notre discipline, on commence à interroger l'effet du contexte. Et évidemment, ce n'est pas la même chose de regarder ça quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes à domicile, quand vous êtes dans les contextes. Je vais terminer ma conclusion avec ça. Et donc ça, c'est important de l'intégrer. Et puis, il y a aussi une dimension sociale. Moi, quand je reçois du monde, je m'enorgueillis de mettre un brut sur la table parce que ça fait mieux, parce que je suis un mec et que je vais dire que c'est du brut. Mais sensoriellement, on sait qu'il y a plein de gens qui préfèrent le demi-sec et qui n'assument pas de mettre un produit parce qu'on sait que attends, ça fait moins bien. Et donc ça, c'est plutôt dans la représentation sociale vis-à-vis des autres qui vient moduler aussi notre liking et notre appréciation du produit. En résumé, le sucre est apporté par des composés sucrés. Il y en a diverses, mais avec des interactions qui sont fortes, qui vont être aussi très dépendantes des individus parce qu'on a des perceptions différentes. Le sucré, rajouter un peu de sucré, c'est intéressant. On sait qu'il y a une appétence pour un petit peu plus de sucre. Mais clairement, dans des produits comme le vin, il faut faire attention. Il y a des limites à ne pas dépasser et on ne peut pas les écrire. Elles sont pas. C'est là où il y a tout l'intérêt des études hédoniques parce que clairement, c'est compliqué de se dire est-ce que c'est 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Ça, moi, je ne peux pas avoir la prétention de vous dire la bonne recette. Ça, c'est pas vrai. Et puis, avec cette question qui, d'après moi, est importante, c'est d'intégrer les effets du contexte, de la diversité des consommateurs. Là, je vous mets un peu en conclusion un projet que j'aimerais beaucoup mettre en place, qui serait de comparer différents contextes pour regarder la sensibilité que les consommateurs ont, notamment dans les rosés, avec comprendre qu'est-ce qui fait que les consommateurs aiment le Cabernet d'Anjou ou les produits sucrés versus des rosés secs en fonction des contextes. Est-ce que c'est les mêmes associations qui marchent, etc. Mais je dirais, ça, c'est une autre question que je n'aborderai pas aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.